Salut César, très content de te retrouver pour cette nouvelle émission du Data Sommelier. Alors, dans les émissions précédentes et avec de nombreux témoignages à l'appui, j'ai beaucoup parlé de DBT Core. On a traité Orange, j'ai traité le groupe Accor et d'autres encore. Et aujourd'hui, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de parler des fonctionnalités au-delà de DBT Core. DBT Core est un produit très populaire, installé par de nombreuses data teams. Mais est-ce qu'on connaît finalement assez bien toutes les fonctionnalités au-delà du produit pur open source? Et donc, ben voilà, tu t'es proposé volontaire pour en parler. Donc, écoute, merci à toi de participer à cet enregistrement et de nous montrer ce qu'il y a au-delà de DBT Core. Voilà, welcome dans l'émission, à toi les micros. Merci beaucoup Stéphane. Je vais commencer par me présenter brièvement. Je m'appelle César, ça fait environ 8 ans que je travaille dans le domaine au sens large de la data. J'ai eu différentes expériences. Au départ, j'ai commencé par... je viens des stats au départ. Donc, j'ai commencé par la data science et au fur et à mesure, je suis arrivé plus dans on va dire, le data engineering par volonté d'avoir la main sur l'industrialisation des modèles, des pipelines, etc. Et puis, depuis environ 2 ans, je suis vraiment concentré sur Snowflake. Je travaille exclusivement sur Snowflake et avec forcément DBT. DBT qui est devenu incontournable aujourd'hui. Et tout à l'heure, tu disais qu'il y avait énormément de data teams qui ont DBT. Et c'est savoir que sur Snowflake, il y a à peu près aussi, je crois que c'est plus de 60% des clients Snowflake qui utilisent DBT pour leur transformation. Ouais, c'est un phénomène, j'allais dire mondial. Donc si on rappelle un petit peu l'historique, le produit est né en 2017-2018 et DBT Labs, qui est l'éditeur derrière DBT Core, en fait, a sorti un produit qui a été largement adopté. Dans le podcast où il y avait Tristan, hier, le boss de DBT Labs et le patron de Fivetran, en fait, ils annonçaient 100 000 clients, enfin clients ou au moins utilisateurs, 100 000 data teams qui utilisaient DBT Core, 1 milliard de downloads. Donc voilà, la constatation, c'est que c'est devenu un produit mainstream, un produit adopté par les plus grandes sociétés, mais ce n'est que DBT Core. Et aujourd'hui, effectivement, il y a plein de fonctionnalités qui vont au-delà et qui sont très pertinentes et qui évidemment rentrent dans un schéma, je dirais, plus commercial, enterprise, donc payant. Et donc, il y a ce petit mouvement de dire, est-ce que le DBT Core open source suffit et a priori, ça fait déjà beaucoup de choses, mais quelle est la plus-value d'aller au-delà? Voilà. Et je pense que l'idée de cette présentation, c'est de voir un petit peu quelles sont les features cachées, enfin cachées au-delà de DBT Core et qui pourraient apporter du bénéfice je dirais, aux utilisateurs. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Donc, pourquoi j'ai fait une petite slide alors que c'est vraiment très simple et pour récapituler aussi les deux grandes différences ou les grandes différences qu'on peut avoir entre DBT Core et DBT Platform. Donc, DBT Core, le principe, c'est quoi? C'est que c'est un package et on va pouvoir le télécharger sur son poste et ensuite on va pouvoir se connecter à son data warehouse pour envoyer des commandes de traitement pour créer nos pipelines et notre transformation de données dans notre data warehouse. Donc DBT Core, si on veut l'utiliser à l'échelle industrielle, il va falloir mettre en place toute la partie industrialisation avec la CI/CD, l'orchestration, l'exécution, le monitoring, les logs, etc., etc. Donc ce qu'a fait DBT Labs, quand ils ont voulu, oui effectivement, réussir à gagner de l'argent avec ce produit qu'ils avaient développé, c'était de packager DBT Core et de le mettre dans une plateforme, mais il fallait évidemment être capable d'offrir plus que ce que faisait DBT Core. Donc aujourd'hui, DBT Platform, ça se veut vraiment comme une plateforme qui est multi-cloud dans le sens où qui va s'interfacer avec un ensemble de différentes solutions de data warehousing, et on va avoir accès à cette interface en mode SaaS, donc via web. Dans cette interface, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ce qu'ils appellent le studio, qui est là où on va pouvoir coder. Donc, on n'a pas besoin d'installer des packages en local, d'avoir Python, etc. Donc, ça, quel que soit le poste de l'utilisateur, on se connecte sur SaaS, donc par une interface web, et on peut directement commencer à développer.
On a aussi toute la partie CI/CD qui est implémentée, ainsi que l'orchestration, l'optimisation des coûts et un ensemble de features dont on parlera un peu plus en détail par la suite. Une caricature qu'il y avait jusqu'à il y a, allez, je dirais, il n'y a pas si longtemps. Moi, DBT, je connais depuis à peu près 1 an et demi. Et la caricature au début, c'est de se dire, bah, finalement, DBT Platform, c'est jamais qu'un DBT Core packagé dans un SaaS. Aujourd'hui, je dirais que c'est bien plus que ça, justement. Ouais, alors moi, j'ai un commentaire à faire, c'est le succès incroyable de DBT Core. Donc il faut remonter un peu dans les années, 2017-2018 et puis au-delà. D'abord, c'est son interface, c'est du CLI. Alors, CLI en 2017, est-ce que c'était à la mode? Pas forcément, mais ça a quand même plu. Et aujourd'hui, avec toute l'agentique, l'ère agentique, à laquelle on fait face, le CLI est très populaire, hein. Donc une ligne de commande, un terminal, un écran noir, en fait, avec un petit prompt. Et en fait, on peut faire beaucoup de choses par là. Et en fait, c'est quasiment le mode par défaut de tous les agents, hein. Je pense à Gemini CLI. Et puis, voilà, chaque éditeur a son CLI. Et donc, peut-être que la simplicité a fait son succès, hein, de DBT Core. Et l'autre commentaire, c'est que entre nous, DBT Core, ça fait pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? C'est un orchestrateur de SQL et puis un outil de documentation, hein, si je résume vraiment, allez, en 30 secondes. Tu pourrais comment dire, ne pas forcément être d'accord. Mais les fonctionnalités premières de DBT Core sont extrêmement simples. Et cette simplicité, j'ai l'impression qu'elle a vraiment plu. Ça fait, ça fait bien très peu de choses. Et moi, ça m'a scotché parce que venant d'éditeurs, avec des plateformes complètes, du real-time, du chain data capture, de la data quality, de la gouvernance, si tu veux, on avait empilé tout un tas de stacks en termes de features, on avait beaucoup plus de choses et finalement, c'est assez compliqué de séduire les équipes data quand tu as énormément, une stack extrêmement complète. Alors que là, avec très peu de choses, finalement, ils ont séduit sans effort la moitié de la planète, si c'est pas les trois quarts en fait. Oui, oui, et bah, c'est vrai qu'on est sorti finalement de toutes les solutions qu'on appelait, enfin qu'on appelle ETL, qu'on appelle toujours ETL, donc Extract, Transform and Load, pour qu'aujourd'hui, finalement, avec DBT, que ce soit Core ou plateforme, on fait principalement le transform en fait, hein. C'est incroyable. J'ai des scripts qui sont finalement des fichiers SQL. DBT va compiler tout ça, envoyer à mon warehouse, et mon warehouse va exécuter ces transformations. Et donc la transformation aussi se fait à l'intérieur du warehouse, ce qui fait qu'on n'a plus les problématiques de puissance qui doivent être dans l'ETL, puisque la transformation se fait dans le warehouse, qui lui, avec les solutions cloud, est nettement plus scalable. Ouais, non, mais c'est clair. Et je crois, voilà, simplicité a plu. Le fait que ce soit orienté SQL et que ça fasse peu de choses, voilà, c'est le jackpot pour le succès. Ouais. Et sachant qu'à l'époque, alors ils ne le savaient pas, mais c'est vrai qu'avoir tout as code, ben maintenant, c'est vraiment, ça change tout, quoi, hein. Ah, Avec les LLM, c'est ils ont fait ou anticipé cette tendance. Évidemment, il y a presque 10 ans maintenant de ça, ils en savaient rien, mais ça a plu. Le CLI, le Ascode, effectivement, c'est le, c'est la mode aujourd'hui. C'est vrai. mmh. Incroyable. Ouais, ouais. Mmh. Alors, Donc, je te propose en fait, tu as prévu quelques slides, effectivement, et on va découvrir au fur et à mesure les grandes fonctionnalités de DBT Platform. ouais. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, quand DBT a voulu monétiser, enfin quand DBT Labs a voulu monétiser DBT, ils ont créé une plateforme dans laquelle on retrouvait les fonctionnalités de DBT Core, mais il a fallu aller plus loin pour vraiment proposer une valeur ajoutée. Et aujourd'hui, DBT Platform, c'est pas du tout ce que ça pouvait être à l'époque, à savoir uniquement du DBT Core dans un SaaS, mais bien une plateforme qui propose un certain nombre de fonctionnalités, dont quelques-unes qui sont listées ici, comme le fait d'avoir justement l'orchestration, l'optimisation des coûts ou la CI/CD directement dans la plateforme. Donc pas besoin de manager une infrastructure, un déploiement avec des machines qui vont voilà, exécuter le code, etc. Tout ça, c'est fait chez DBT.
Une des features que j'aime beaucoup, alors je vais le présenter justement sur la slide suivante. Une des features que j'aime beaucoup et qu'on utilise beaucoup, d'ailleurs en ce moment, moi chez un de mes clients, c'est le DBT Mesh. Alors qu'est-ce que c'est que le DBT Mesh? Donc dans DBT, vous avez généralement, vous faites un projet DBT dans lequel vous avez un ensemble de transformations. Et un des points forts de DBT, c'était la partie linéage, c'est-à-dire reconstruire le linéage très facilement. Mais quand vous avez plusieurs projets, ce linéage il va se perdre. Et aujourd'hui, avec l'approche et la logique data mesh, c'est-à-dire une organisation des équipes et de l'entreprise autour de la donnée qui se fait avec des domaines et des produits, le DBT prend toute sa place, et notamment cette approche de dire je crée des projets, et donc un projet DBT va être dédié à un produit. Problème, c'est que ces produits, au bout d'un moment, il faut qu'ils communiquent les uns avec les autres, et parce qu'un produit va peut-être servir des utilisateurs finaux, mais il y a beaucoup de produits qui vont servir d'autres produits. C'est un peu cette logique d'interface, un peu comme des API, où chaque service est fait et vit dans son coin, et ce qui est important, c'est les contrats et les interfaces avec les autres produits ou les autres systèmes. Et donc finalement, le DBT Mesh, qui est disponible dans DBT Platform, va vous permettre d'avoir cette approche et donc de pouvoir retracer le linéage dans son ensemble, donc avoir une vue globale de tout ce qui se passe au niveau de la transformation de votre entreprise, parce qu'on sait quels projets dépendent de quel projet. Au niveau de l'orchestration, c'est pareil, on va pouvoir faire en sorte que si on a un projet un peu fondation avec, je dirais, la première phase de transformation de données qui est très proche des sources, une fois que ce projet il va être exécuté, on va pouvoir mettre à jour tous les projets enfants. Le linéage, comme on le voit dans cet écran. Et puis après, ce qui va être aussi pratique, c'est toute la partie référencement des modèles. C'est-à-dire que dans un projet, on va pouvoir directement référencer les modèles d'un autre projet sans avoir à aller déclarer des sources et aller chercher directement les données dans le warehouse. Donc en fait, DBT reconstruit ce linéage, comprend finalement toutes les relations, et aussi pour la gestion de notamment tout ce qui est environnement, c'est très pratique, puisque un projet dans un environnement, par exemple, de recettes, va pouvoir appeler que les modèles de recettes d'un autre produit, et donc même pour la partie test et mise en place et déploiement, c'est très pratique. Et ça se combine extrêmement bien avec d'autres features, avec des features qui existent déjà dans DBT Core, qui sont les contrats et les versions, et qui sont absolument nécessaires pour tout ce qui est cycle de vie du produit, quoi. Ouais, bah écoute, ça a du sens, hein, parce que la partie documentation de DBT Core était déjà très appréciée. J'ai eu de nombreux témoignages dans ce sens, que rien que pour ça, déjà, c'était une feature essentielle. Mais aller au-delà, effectivement, faire de la documentation cross-domaine, cross-projet, ça ne peut qu'apporter encore plus de valeur. On est d'accord. Mmh. Juste pour le petit commentaire, DBT Mesh, à ne pas confondre, comme je l'ai fait tout à l'heure, avec SQL Mesh, qui est un produit qui a été racheté. On en parlera peut-être à la fin, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, DBT Mesh, documentation au-delà d'un projet, cross-project, lineage cross-project, c'est une fonctionnalité d'entreprise évidente, hein. Ouais, complètement. Bon, je comprends qu'on puisse, comment dire ça, être séduit par ce genre de fonctionnalité. Et puis, ça devrait être normalement un moteur pour migrer vers DBT Platform. Oui, et puis aussi toute la partie gestion dans les modèles, on va pouvoir aussi décider ce qu'on expose. Donc tout ça Ouais. aussi dans la logique data domaine, data product, où on décide à quel endroit j'ai mon interface, un peu sur cette logique d'API. C'est que là, par exemple, si je prends l'image qui est à gauche là sur le gros cadre data engineering, il y a peut-être que les modèles qui vont être au niveau de MART, donc ma dernière couche de traitement, que je vais vouloir exposer à des utilisateurs ou à d'autres projets, quoi. Ouais, d'accord. Donc c'est granulaire à souhait. Ouais, C'est, c'est ça. ouais, d'accord. Oui, vraiment, on peut décider au niveau du modèle si on l'expose ou pas. Et une fois qu'il est exposé, dans mon projet enfant, je vais dire, voilà, je veux référencer les modèles qu'il y a dans tel projet par an, et je vais directement faire la référence au modèle du projet sans avoir à repasser par l'image ou l'adresse exacte de ma table dans ma base de données, dans mon schéma, etc.
Ouais, d'accord. Écoute, ça me paraît simple, pragmatique Mmh. et puis, plein de bon sens ce module, hein. Ouais, donc ça, voilà, en tout cas, dès qu'on passe à l'échelle, c'est, très très intéressant comme fonctionnalité et tout à l'heure, tu parlais de documentation et donc, alors non, c'est juste après. Donc voilà, je voulais parler du DBT, d'IBT Catalogue. Donc dans DBT Core, il y a effectivement de la documentation qu'on va retrouver, sur plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'au niveau de nos modèles, on va pouvoir, donc nos modèles, c'est nos transformations qui vont créer, on va dire nos tables ou nos vues, dans notre data warehouse et au niveau des modèles, on va pouvoir ajouter une description ou, oui, une documentation, une description sur, chacune de mes colonnes qui peut être plus ou moins riche et avec DBT, Core, ce qui existe déjà, c'est la possibilité de générer cette documentation sous forme d'appli web et donc d'avoir une interface vraiment interactive et sur laquelle on peut facilement naviguer. Donc évidemment, cette partie, elle a été reprise dans DBT Platform, mais elle a été largement enrichie. Tout à l'heure, je parlais du DBT Mesh, donc au même endroit, on va pouvoir retrouver l'ensemble de la documentation sur l'ensemble de mes projets et pas juste un seul projet. On va pouvoir avoir la vue globale du linéage entre tous les projets. Et puis ce qui est intéressant, c'est que aussi on va pouvoir rechercher les tests, rechercher les modèles, savoir quels sont les modèles qui sont dits publics, donc exposés à l'extérieur. Et on va avoir aussi ça c'est l'image qu'on voit là que je trouve très intéressante, c'est la partie recommandation, où on va notamment voir d'un coup d'œil quels sont enfin, est-ce que j'ai une bonne couverture en termes de documentation, est-ce que j'ai une bonne couverture en termes de tests, et puis des recommandations qui nous disent, voilà, peut-être que ce modèle-là, il manque un test sur la clé primaire. Et donc ça va participer à une vraie amélioration de la qualité du code, la qualité des modèles et en fin de compte, la qualité des données. Ouais, très clair. Alors, peut-être un commentaire sur les DBT modèles. Au départ, ça peut être un peu confusionnant parce que modèle dans ma tête, pour moi, c'est entité relation, c'est, tu sais, l'étape de fait, l'étape de dimension et c'était plutôt ça pour moi un modèle. Alors que modèle au sens DBT, c'est une vue, une requête, tout est un modèle au départ en fait. Et donc Oui, c'est pas un one to one, c'est pas le mapping comme ça, entité relation vers tel qu'on l'a appris dans l'ancien monde. non, effectivement, un modèle, c'est, pour simplifier à l'extrême, un modèle, c'est un fichier SQL qui, quand il va être exécuté, va créer une table qui porte le même nom que C'est ce ça. fameux modèle. Voilà. Voilà, exactement. Donc Mm. finalement, on en revient à une définition hyper simple, Mm. hyper basique. Ouais. Ce qui est bien, hein, il y a pas de doute là-dessus. Mm. D'accord. Donc DBT Catalogue, ça fait partie donc de cette DBT plateforme, et ça contribue à une meilleure compréhension, des modèles, de la documentation en général, en fait. Oui, oui, complètement. Et je trouve que c'est aussi très utile. Juste avant, je parlais du mesh. Là, aujourd'hui, je suis chez un client. On est 3 équipes de data ingénieurs qui travaillons sur déjà des use cases qui sont séparés, mais sur lesquels forcément il va y avoir des adhérences quand il y a des projets avec des référentiels, des choses comme ça. Et dès qu'il va falloir faire des modifications et que ça peut impacter des projets ou qu'on a besoin de débugger, avoir cette capacité de facilement aller naviguer dans le projet qui a été réalisé par une autre équipe et de pouvoir facilement comprendre sans avoir à envoyer des mails, à faire des calls, etc. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Et c'est une feature que je pense pas tout le monde connaît ou pas tout le monde utilise. Et c'est un vrai gain de temps quand il s'agit de débugger, de comprendre d'où viennent les données, comment elles sont faites, etc., sans avoir à déranger les autres personnes et à comprendre. Enfin, voilà, on peut vraiment comprendre par soi-même. Évidemment, ça nécessite derrière pour que ça marche, hein, que ce qui doit être fait au niveau des équipes, que ce soit la documentation ou les tests, soit bien réalisé pour que ce document, enfin ce catalogue, cette documentation fonctionne, quoi. OK, donc collaboration et partage, voilà, ça fait partie des Ouais. features Mhm. d'Enterprise et qui facilite la vie, dès qu'on est plus qu'un développeur. Voilà, tout Ouais, c'est ça. simplement. Et Ouais. dès qu'on commence à avoir aussi surtout voilà, plusieurs projets, bon, je dirais quand on n'est que quelques développeurs sur un seul projet, finalement, on connaît un peu le projet sur lequel on travaille. Par contre, le moment où on commence à avoir des adhérences avec d'autres projets sur lesquels on n'a pas travaillé, là, c'est une vraie plus-value. Et chose aussi dont j'ai pas parlé sur le catalogue, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une feature qu'on va utiliser que en tant que développeur.
mais il y a aussi dans DBT Platform, donc il y a un système de licence pour avoir accès à la plateforme, et il y a des licences viewer, donc en read-only. Et typiquement, le catalogue, c'est quelque chose qui va pouvoir être utilisé quand on a une licence read-only. Et si on est un data steward, un data owner ou quelqu'un qui a besoin d'avoir une vue globale de ce qui se passe, soit au niveau de son data product ou de ses data products ou d'un domaine, le catalogue, c'est vraiment, oui, c'est vital, quoi, être capable de comprendre quelle équipe travaille sur quel modèle, quelles sont les interactions, vraiment, c'est nécessaire. Ouais. Ouais. Alors, tu vois, on parlait en intro peut-être de quelques freins potentiels de l'adoption de DBT Platform versus DBT Core. Et ce qui a été aussi un succès et en même temps un frein, mais créé par DBT Labs même, c'est en fait cet écosystème de plugins ou de composants complémentaires qu'on peut installer au-dessus de DBT Core. Je pense notamment à DBT Loom, DBT Elementary, qui sont des composants additionnels et donc qui rentrent dans ce concept de gratuité, d'open source, etc. et qui apportent des fonctionnalités très intéressantes à DBT Core. Et en fait, DBT Core plus l'ensemble de ces fonctionnalités, est-ce qu'elles valent DBT Platform? Tu vois, je pense que c'est aussi ce genre de questions que se posent les équipes data aujourd'hui avant de faire le switch définitif vers DBT Platform. Oui, alors sur la partie fonctionnalités qui sont open source dont tu parles, donc ce qu'on appelle les packages, donc vous avez un hub avec tous les packages qui sont développés soit par DBT Labs, soit par la communauté. Donc ces packages sont aussi accessibles via DBT Platform. Si vous avez besoin dans DBT Platform d'utiliser Elementary ou DBT Utils ou des choses comme ça, ou Audit Helper, ce sont des packages que vous pouvez bien entendu utiliser et installer sur votre finalement comme dans DBT Core via un import dans un package et un import des dépendances. Et de la même façon qu'on peut aussi récupérer faire soi-même ces packages. Ouais. Typiquement, si on a besoin d'avoir, donc on parle par exemple dans DBT, il y a ce qu'on appelle des macros, donc c'est des blocs de code qui vont pouvoir être réutilisables, un peu comme des fonctions. Donc si on a un ensemble de macros qui sont développés par l'entreprise et qui doivent être réutilisés dans plusieurs projets, on peut tout à fait les mettre dans un repo centralisé et depuis chaque projet, aller récupérer ces fonctionnalités, ces fonctions, ces macros qui sont développés de façon centralisée, quoi. Ouais, voilà. Et c'est une des raisons du succès aussi des BT, hein. C'est ces fonctionnalités additionnelles, la plupart du temps gratuites, qui viennent vraiment enrichir le socle de base. Ouais. Ouais, tout à fait. Ok. Donc, ok, DBT catalogue, DBT mesh, et puis voilà, je crois que tu as listé quelques fonctionnalités supplémentaires encore. Oui, donc hier, effectivement, il y avait une conférence entre Christian Handy et je ne me rappelle plus comment il s'appelle, donc les deux on va dire chefs ou CEO de DBT Labs et Fivetran respectivement. Et il y a un sujet qui a été beaucoup abordé, qui est DBT State. Alors DBT State, pour faire simple, en quoi ça consiste? On va construire ce qui a été changé et par contre, on va ne pas reconstruire ce qui n'a pas besoin d'être reconstruit. Donc là, j'ai une petite capture d'écran. Alors pour ceux qui connaissent DBT, vous reconnaîtrez un DAG et vous reconnaîtrez le fameux pass vert. Donc ça veut dire que mon modèle a bien été exécuté. Par contre, il y a quelque chose de nouveau, c'est ce petit reused. Et donc, c'est typiquement ça, DBT State. Qu'est-ce que c'est? C'est concrètement, si votre donnée, elle n'a pas changé, il n'y a pas besoin de réexécuter le modèle. Donc, pas besoin de réexécuter le modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous gagnez du compute, vous gagnez du temps sur le warehouse, et à la fin, vous gagnez de l'argent. Et donc, c'est vraiment ce que vend aujourd'hui DBT Platform, c'est finalement économiser de l'argent via cette fonctionnalité pour diminuer les coûts de compute que vous allez avoir sur votre warehouse. Ouais. Alors, tu vois, pour moi, bon, ça paraît une fonctionnalité de base, parce que si j'avais à développer un produit, je commencerais par réfléchir à exactement ce genre de features au tout départ. Parce que ça paraît simple, ça paraît évident que on va pas faire une couche de compute, et puis enfin, ça paraît tellement évident, mais je comprends que cette feature soit dans un environnement payant enterprise, voilà. Mais tu vois, je pense que aussi, côté DBT Labs, ça doit être compliqué de dire, tiens, qu'est-ce qu'on donne gratuitement
et qu'est-ce qu'on met dans la version Enterprise. Il faut rester séduisant, accroître la base installée et en même temps offrir des fonctionnalités telles que celle-ci, un peu avancées, mais qui sont quand même des choses de base. Oui, alors c'est vrai que ça paraît évident, mais j'ai le fonctionnement de il y a des choses qui pourraient paraître évidentes, mais qui, finalement, dans le framework DBT, peuvent être un peu étonnantes. Par exemple, le fonctionnement de base de DBT quand on a un modèle, c'est qui fait un create or replace table as. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on exécute, si on a une table qui est créée de destination, elle va être supprimée et recréée. Donc, alors qu'on pourrait tout simplement finalement juste remplir les nouvelles lignes ou effacer les anciennes et faire un insert. Donc oui, effectivement. Alors après, ce qui va être intéressant aussi sur cette fonctionnalité-là, c'est que ça va aussi fonctionner sur la partie test. Donc ne pas refaire les tests qui n'ont pas besoin d'être exécutés. Et sur le DB Tested, il y a un deuxième aspect. Donc là, je viens de parler finalement de la partie modèle, exécution, quand on a finalement, par exemple, un job qui va tourner tous les jours. Il y a des sources sur lesquelles il va y avoir des nouvelles données, d'autres pas. Et sur les sources où ce n'est pas nécessaire, ça ne va pas être réexécuté. Mais il y a aussi une partie au niveau de la CI, c'est-à-dire que dans ce qui change, il peut y avoir les données et il peut y avoir le code. Dans DBT, il y a déjà des fonctionnalités qui permettent de comparer les exécutions pour voir si, par rapport à la dernière fois, le code a changé et n'exécuter que le nouveau code. Donc, c'est ce qu'on appelle state modified, et ce sont généralement les étapes qu'on va mettre dans la CI, en fait. C'est-à-dire au moment où on va pousser notre code, on va vouloir tester que le nouveau code il fonctionne, mais comme on ne veut pas reconstruire l'ensemble du projet pour finalement juste un modèle qui a été changé, on va comparer par rapport à la dernière exécution et exécuter que le nouveau bloc de code. Donc, cette fonctionnalité, ce qui est pratique, c'est qu'elle prend en compte les deux. Et ça aussi, c'est quand même vraiment une force, parce que ça fait aussi gagner du temps sur la CI et du temps à la fois pour le développeur et du compute, quoi. Non, mais c'est clair, c'est une fonctionnalité qui se justifie, qui pour moi est obligatoire. Et bon, je comprends qu'elle soit dans cette version Enterprise, il n'y a pas de doute. Mm. En tout cas, moi, je vois ça, j'achète tout de suite, tu vois. Enfin, c'est évident, quoi. Mm. Ouais. Alors d'ailleurs, justement, sur la partie, tu parles d'achat, donc il y a une grosse question autour de la monétisation sur DBT Platform, et de savoir aussi comment va évoluer DBT Platform avec la fusion ou le rachat, officiellement la fusion avec Fivetran, et une approche, on sent venir en tout cas que c'est une approche où ce serait, quand on a DBT Platform, on va acheter des features et payer à l'utilisation de ces features. Ouais. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment de prix ou de... Il n'y a pas de choses complètement officielles, mais par exemple, ça, ce serait une feature qui serait payante. Et donc, par exemple, on dirait, bon, en fait, un modèle, à partir du moment où il est reuse une fois dans la journée, vous allez payer, pas moi, X centimes de dollars, et pour le reste de la journée, il sera gratuit. Mais donc, on facture cette fonctionnalité à l'exécution ou au modèle, quoi. Ouais. Si tu te rappelles bien, Tristan est resté assez vague sur ça, mais il a quand même annoncé que ce serait à terme un paiement à l'usage, ou au jeton ou au token, peu importe. Mais bon, ça paraît logique à un moment donné, hein. Il faut quand même que les éditeurs puissent se rémunérer d'une façon ou d'une autre, et un paiement à l'usage paraît ce qui est de plus faire. Mais à voir, hein. Pour l'instant, c'est pas le cas. On verra comment ça se goupille. Oui, et puis la promesse derrière, c'est de dire, OK, vous allez payer, je sais pas moi, X centimes de dollars pour chaque modèle réutilisé, mais ce modèle réutilisé, il va vous faire gagner tant sur le compute. Donc Ouais. en soi, vous êtes gagnant, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, on verra à l'usage, on verra à terme. En tout cas, oui, c'est une belle fonctionnalité qui fait gagner du temps et qui facilite le travail du développeur, parce que dans l'absolu, avec un peu d'optimisation et de tuning, c'est des choses qu'on peut reproduire sans, quoi. Ouais. Mais c'est aussi l'approche d'avoir des BT plateformes, c'est d'aller plus vite sur le développement, plus vite sur le déploiement, et de passer moins de temps sur de l'ops et plus de temps sur le build, hein. On est d'accord, très clair, ça marche. Donc j'avais préparé une autre petite slide. Alors, donc Mesh, ça on a vu.
Catalogue aussi. Donc aussi, alors partie, voilà, le semantic layer. Donc semantic layer, on en entend beaucoup parler en ce moment, même si finalement c'est un concept qui est pas nouveau, hein. On avait déjà un peu cette approche dans BO. Mais donc l'objectif ou l'idée du semantic layer, c'est de faire gérer l'interface entre la donnée qui va être dans vos tables et dans base de données et ce que ça veut dire d'un point de vue humain ou métier ou dans le sens du langage. Et donc on va pouvoir définir ce qu'on appelle des dimensions et des métriques. Et l'idée du semantic layer, ça va être de centraliser l'ensemble des règles métiers dans une seule couche qui est juste au-dessus de la couche de vos données finalement. Et quand on va vouloir parler aux données, on va passer par ce semantic layer qui va être capable de traduire notre demande en requête SQL et de faire exécuter cette requête au warehouse. Ouais, alors tu mentionnais BO. Effectivement, ça me rappelle le post que Laurent Le Tourmy a écrit il y a 2 semaines de ça, Ouais, même ouais. pas. On le mettra en commentaire parce que là, j'ai pas le lien et puis c'était pas préparé, donc je réagis à chaud. Mais lors du replay, on mettra le lien parce que son post, il est très révélateur et j'ai vraiment adoré tout de suite. Et voilà, c'est très clair ce qu'il dit, c'est que ça existe depuis longtemps. On en fait presque sans le savoir, mais voilà, on n'a rien réinventé aujourd'hui. Mm-hmm. Ouais, très clair. Ouais. Oui, mais ça me rappelle que j'avais fait une mission où j'ai travaillé sur Looker, où il y a justement aussi une couche de semantic layer avec une migration BO vers Looker. Et puis finalement, on se rendait compte que le concept des univers, etc., ça avait un peu la même logique. Ouais, clairement. Alors évidemment, aujourd'hui, ça prend tout son sens. Pourquoi ? Parce que quand on a des LLM et qu'on peut, je dirais, facilement traduire une question humaine en langage naturel, en requête SQL, le semantic layer qui va pouvoir donner sens à cette question posée en langage humain, finalement, il est incontournable, hein. Donc aujourd'hui, pour pouvoir faire des use cases type talk to your data, et avoir analyse-moi mes données de vente et sors-moi la progression d'année en année et croise ça avec d'autres données, c'est vraiment les use cases d'aujourd'hui et de demain sur la BI pour moi. Donc, Ouais. Ouais, non, c'est clair. Alors, ça me rappelle une initiative hein, qui a été démarrée il y a une petite année, OSI, Open Semantic Interchange, qui était à l'initiative de, entre autres, Snowflake, mais aussi DBT Labs. Il y a d'autres boutiques hein, qui ont adhéré depuis. Donc, c'est un consortium. Et l'idée, c'est effectivement de créer un format ou une norme qui pourrait être réutilisable interproduit, interstack, interfournisseur. Donc, l'idée est très bonne. J'ai l'impression à confirmer que c'était Metric View, hein. Metric View ou Metric Flow. Metric Flow, Metric Flow, voilà, c'est ça. Metric Flow est à l'origine, enfin le produit est réutilisé pour OSI. C'est bon, ça mériterait un épisode rien que sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est pas anodin. La semantic layer, OSI, tout ça c'est lié. Et l'idée, c'est quand même d'essayer de créer une norme réutilisable ou du moins partageable entre éditeurs. Oui, oui, hein, tout à fait, parce que aujourd'hui, finalement, si c'est pour, je dirais, déplacer la logique métier ou les règles métiers qui sont, par exemple, dans notre outil de REST de BI, admettons Power BI, et les mettre dans un semantic layer, mais qui ne va pas pouvoir être connecté à d'autres outils, finalement, c'est juste déplacer le problème, quoi. Donc, avoir un semantic layer qui s'interface avec différentes solutions, c'est vital aussi. C'est logique. Alors, ça paraît simple hein, de décrire une sémantique layer, mais talking to your data, c'est pas un exercice si simple que ça en fait, parce qu'il y a tellement de pièges possibles. Bon, c'est pas le sujet encore une fois d'aujourd'hui, mais c'est bien de mentionner que cette partie-là est dans DBT Platform et que ça fait partie du standard du produit en fait. Ouais. Ouais. Ok. Alors avec, je crois aussi, alors j'ai pas tous les détails sur le semantic layer dans DBT, mais aussi avec une logique à l'usage et un pricing sur cette fonctionnalité. Ouais. Ouais, le pricing pourrait aussi lui faire l'objet d'un talk séparé parce que évidemment quand on a été habitué à des produits open source gratuits, ça fait toujours tiquer de passer à une version plateforme. Mais il y a tellement d'avantages et de bénéfices que bon, ça se mesure. Ça se mesure. Oui, oui, je pense effectivement que c'est là-dessus, il faut être pragmatique. Ouais.
sur la partie prix, est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant d'utiliser DBT Platform. C'est de voir qu'est-ce qu'on va gagner en vitesse, est-ce qu'on est pressé, est-ce qu'on a les équipes qui sont calées au niveau de l'Ops, est-ce qu'on a un orchestrateur d'entreprise qui fait qu'il y a plein de fonctionnalités dans DBT Platform qu'on ne va pas pouvoir utiliser, etc. Très d'accord. Très d'accord. Ok. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, il y a quand même pas mal de personnes, de clients avec lesquels je suis en contact, où il y a des gens qui viennent, par exemple, des UTL classiques, type à Talend ou avec des boîtes, etc. Et donc, le passage pour ces personnes-là d'un ETL traditionnel sous forme de boîte à du DBT n'est pas forcément évident parce que ça veut dire revenir au code, apprendre des nouvelles choses. Et dans ces entreprises avec ces projets de transformation, avoir des BT plateformes, en réalité, ça facilite aussi, ça diminue la marche pour certaines équipes et certains profils. Et finalement, pouvoir se dire, OK, bon, j'ai une plateforme intégrée et j'ai juste finalement, voilà, à faire du SQL que je sais déjà un peu faire, mais comprendre comment je le mets à l'intérieur de ma plateforme. En termes de change aussi, c'est aussi intéressant. Ouais, très clair. Mais c'est aussi intéressant de voir ce shift qu'il y a eu entre les ETL classiques, no code, tu vois, les talents où tu tires des traits entre les boîtes, dataset c'était pareil, Informatica pareil, à une approche un peu plus code. Bon, déjà, c'est du SQL, donc il faut aimer ça. Enrubanné de CLI, donc d'écran noir, c'est une marche, on peut le Ouais. dire, c'est une marche. Mais elle a été franchie largement, et le taux d'adoption de DBT, on est la preuve. Oui, complètement. Ouais, c'est clair. Oui, et d'autant plus que, comme on le disait tout à l'heure, avec l'LLM, finalement, produire du code, c'est plus facile que faire des boîtes. Et donc, aujourd'hui, donc, dans DBT, il y a leur outil, un peu leur agent IA, DBT Wizard, qu'ils ont aussi annoncé il n'y a pas très longtemps, qui permet aussi très facilement de créer des modèles, etc. Donc, Ouais. Alors, je sais pas si tu en parles déjà de DBT Wizard. Je sais que tu as encore quelques planches. non, j'en ai pas plus. Enfin, j'ai pas fait une planche spécifique parce que pour moi, ça reste un peu comme si vous avez par exemple un Claude Code ou un, un assistant de code dans votre VS Code. Concrètement, c'est la même chose. Voilà, on lui pose des questions, on voit les fichiers qui ont changé, etc. Donc, Ouais, c'est ça. Donc, DBT Wizard, c'est un espèce de Claude Code ou un codex, mais orienté DBT. voilà, c'est ça. Effectivement, ça a été annoncé il y a pas longtemps et c'est Mm. prometteur sans aucun doute. Et je comprends qu'ils développent ce genre de fonctionnalité. Alors, on va conclure sur. Je sais que tu as encore quelques slides sur le futur. Le futur, c'est DBT Fusion. Je sais que tu as mis en parallèle DBT Core version 2 qui est annoncé, c'est déjà en preview avec DBT Fusion. Il y a une logique derrière tout ça qui est très intéressante. Il y a quelques mois, quand on a annoncé le rachat, enfin la fusion de DBT Core avec, de DBT Lab avec Fivetran, il y a eu un petit mouvement de réaction, de crainte, de doute. Et aujourd'hui, on peut être rassuré, je pense, sur le fait qu'il y a une harmonisation des noyaux. Et ici, l'idée, c'est que DBT Core, qui est en alpha ou en preview, a été réécrit en Rust, bénéficie des nouvelles fonctionnalités de DBT Fusion, qui est la version d'après, en fait. Donc, il y a une harmonisation des branches, en fait, et ça, c'est quand même, je trouve, très rassurant. Oui, donc oui, alors peut-être pour juste repréciser qu'est-ce que c'est DBT Fusion pour des personnes qui n'auraient pas forcément suivi. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé jusqu'à présent. Pour faire simple, DBT, au départ, c'est écrit en Python. Python, c'est très pratique, mais sur la compilation, sur certains aspects, ça peut être un peu lent. Et donc, DBT Labs a décidé de réécrire le moteur en Rust pour que ça soit beaucoup plus rapide. Donc, c'est ça qu'on appelle DBT Fusion, c'est DBT Core réécrit en Rust, en fait. Au départ, DBT Fusion était proposé que aux clients DBT Platform. Ils avaient prévu de laisser ça assez fermé, et finalement, assez récemment d'ailleurs, ils ont changé leur fusil d'épaule pour se dire, OK, en fait, on va quand même mettre DBT Fusion, on va le passer en open source et le mettre dans DBT Core. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec DBT Core V2, qui je crois
crois que c'est en alpha pour le moment, C'est ça, c'est l'alpha, depuis ouais. le 1er juin. Ouais, ouais. Apparemment, ça se télécharge et ça se Mmh. teste déjà, mais c'est early stage. Voilà, c'est ça. Donc en fait, donc à partir de maintenant, même sur, voilà, sur votre machine, vous pouvez, si vous faites un pip install, DBT, je sais plus comment c'est, enfin DBT Core V2, on va dire, hein, vous pouvez avoir, DBT Core et DBT Core V2, donc avec le moteur Fusion, qui donc parse beaucoup plus rapidement, compile, beaucoup plus rapidement et je dirais à cette intelligence, cette compréhension, du, SQL, derrière. Ouais, et je trouve que c'est très, très bien joué, parce que du coup, les doutes, il y a plus de doute, en fait. Il y a un noyau, principal qui devient le noyau maître, en fait. C'est DB2, c'est la V2, c'est du Rust et puis, ce core est partagé entre, le core tel qu'on le connaît, Oui. open source et qui plaît à tout le monde et puis cette future version DBT Fusion, à laquelle, ben, ceux qui veulent adhérer adhéreront et puis voilà. Je trouve que c'est très bien joué, je trouve. Oui, bah, je pense que ça permet effectivement de continuer à alimenter ce qui a fait le succès de DBT au départ, c'est-à-dire, la facilité, d'utilisation, d'implémentation, d'interfacer avec, beaucoup de bases de données, différentes et puis oui, de satisfaire aussi la communauté open source, Exactement. d'autant plus que voilà, aujourd'hui, il y a à une époque, il y avait une alternative qui était, SQL Mesh, qui donc a été rachetée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, sur ce type de produit, il y a plus que enfin, il y a vraiment que DBT. Et ensuite, je pense que malgré tout, c'est aussi dans leurs intérêts de faire en sorte que même les clients qui utilisent, ou les entreprises qui utilisent DBT Core passent sur, en fait, DBT Core V2, qui est donc une sous-partie de Fusion, parce que ça facilite aussi à terme, s'ils ont la volonté de monter sur DBT Platform, ça limitera les incompatibilités. On est d'accord. Parce que sinon, c'est vrai que si on commence à avoir deux branches qui vivent et qui sont trop éloignées, ça peut aussi, voilà, finalement se tirer un peu une balle dans le pied. L'objectif, c'est quand même aussi de pouvoir récupérer à un moment, je pense, des clients sur DBT Platform. Ouais, ouais. Mais je pense qu'on peut ça peut rassurer ceux qui étaient un petit peu inquiets par cette fusion, avec, Fivetran et DBT Labs. Je trouve qu'ils prennent la bonne voie et la communauté, elle n'est pas négligée. Ils en tiennent compte et ça, c'est quand même c'est chouette. Bravo bravo à eux, donc merci à DBT Labs d'avoir, choisi cette option qui est négligeable, je trouve. OK. Bon, en tout cas, bon, je sais pas s'il y avait le mot de la fin ou tu avais encore un slide particulier? Hem, Non, bah, alors sur après je dirais sur la suite, effectivement, en fait, je m'attendais donc parce que hier, je m'attendais à avoir un peu plus de détails sur, qu'est-ce qui allait se passer ensuite avec, DBT, DBT Labs et Fivetran. On n'a pas eu énormément de révélations à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de nom qui a été annoncé, des choses comme ça. Donc, bon, voilà, je suis assez curieux de voir vers quoi ils se dirigent. Il y a une logique d'essayer d'avoir, d'uniformiser tout ça. Donc, est-ce qu'il y aurait une plateforme demain qui intégrerait tout ça? À voir. Effectivement, ça n'a pas été abordé dans le call, mais à voir, effectivement, c'est peut-être un peu jeune et puis, ils ont pas, peut-être peaufiné le discours encore. Peut-être qu'ils savent, mais tu vois, ça sera annoncé à la rentrée ou plus Oui. tard. En tout cas, avec, DBT Core V2 qui partage, ce même noyau, avec, DBT Fusion, enfin, slash, Enterprise, en fait, hein, ou Ouais. DBT Platform, je pense que Oui, c'est on une peut dire bonne DBT déjà. Fusion, ouais. Ouais, c'est une bonne nouvelle et Ouais. je pense que ça peut rassurer vraiment la communauté. Mmh mh. Bon, bah, écoute, merci pour ça. Là, on touche à une communauté qui est vraiment en mouvement, donc il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas parlé en détail des BT Wizard, mais rien que ça pourrait être l'objet d'un talk en lui-même et puis, voilà, je suis certain qu'il y a plein de modules qui vont être rajoutés au fur et à mesure. Ça devient un incontournable, hein, pour moi, DBT. C'est devenu le standard ou un standard de transformation, mais incontournable. Ouais. Tout à fait. Merci à toi pour ce brief et puis à très bientôt pour un prochain épisode. Bah, merci Stéphane et puis à une prochaine. À une prochaine.